Cet épisode est commandité par Groupe Loutech. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado Station Constructo. Mon nom est François Toupin. Cette série traite des grands défis rencontrés sur des chantiers bien connus. Au fil des prochains épisodes, nous allons discuter de 4 projets ayant rencontré différents types de défis, soit des défis en exécution, en ingénierie, en architecture ou des défis qui ont trait à la technologie. Nous aborderons aussi évidemment les solutions trouvées pour y faire face. Et dans cet épisode-ci, nous discuterons des défis d'exécution qui se sont présentés lors de travaux réalisés à l'Assemblée nationale du Québec. L'Assemblée nationale du Québec a entrepris en 2016 le plus grand projet de construction depuis sa création en 1877 et 1886. Construction d'un nouveau centre d'accueil souterrain, intervention dans la cour intérieure, réaménagement d'espaces existants. Ces travaux ont été réalisés dans un bâtiment patrimonial situé dans une zone urbaine achalandée, alors que des activités politiques exercées au sein de l'édifice se sont quand même maintenues. Facile donc de s'imaginer que des défis en exécution se sont présentés lors de la réalisation des travaux. Nous allons en discuter avec Marie-Julie Dumont, qui a été la gérante du projet chez Pomerleau. Son témoignage va nous permettre sans doute d'en apprendre un peu plus à propos de ce projet bien connu, que pas mal tout le monde connaît, et qui conserve tout de même son lot d'éléments assez surprenants. Vous allez vous en rendre compte. On se retrouve tout de suite. Marie-Julie Dumont de chez Pomerleau, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est un immense projet que vous avez réalisé, mais vous étiez évidemment pas seul, votre équipe et vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quoi consistait le projet de, on pourrait dire, reconstruction, de réaménagement de l'Assemblée nationale au Parlement? Oui, bien sûr. D'abord, il faut dire que l'Hôtel du Parlement, c'est reconnu comme un monument historique national du Québec depuis 1985. Mm-hmm. C'est un bâtiment qui a été érigé entre 1877 et 1886 en fonction des besoins de l'époque et selon les plans qui ont été dessinés par l'architecte Eugène-Étienne Taché. Puis vous comprendrez que les besoins ont beaucoup évolué depuis cette époque-là. Oui, j'imagine. Ce qui rendait nécessaire, dans le fond, d'effectuer des travaux d'amélioration des infrastructures. On visait à rencontrer des nouveaux besoins, donc offrir une sécurité adéquate en favorisant l'accès à tous les citoyens à la maison du peuple. Mm-hmm. On voulait également créer des nouveaux espaces destinés aux activités parlementaires, puis on voulait mieux accueillir la population et les touristes. Donc, pour ce faire, le projet visait principalement à renforcer la sécurité et il était divisé en 3 parties. D'accord. Donc, il y a 2 parties qui consistent en des agrandissements et une 3e partie qui parle plus de réaménagement de certains secteurs du Parlement. Le premier agrandissement, qui est construit principalement en souterrain, est situé dans la cour intérieure de l'Hôtel du Parlement. Il fait une superficie d'environ 1335 mètres carrés et il regroupe des espaces de soutien et de mécanique du bâtiment. OK. Pour les gens qui sont déjà passés par Québec, mettons, on est devant le Parlement, là. Donc, oui. Les travaux, c'était à l'arrière. C'était ça? À l'intérieur, puisque l'Hôtel du Parlement forme un beigne, si on veut. Exact. Donc, le premier agrandissement se trouvait à l'intérieur de la cour de l'Hôtel du Parlement. OK, parfait. C'est ce que je pensais. OK. Puis, je disais que c'était principalement en souterrain, puisqu'il y a une portion de ce bâtiment-là qui est hors sol. C'est un édicule entièrement vitré qui permet justement d'accéder aux différents niveaux de l'Hôtel du Parlement en prenant soit un escalier architectural ou un ascenseur. Mm-hmm. Le deuxième agrandissement se situe à l'avant. Donc, on parle du nouveau pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale, aussi appelé le Centre des visiteurs. Cette construction-là fait 3770 mètres carrés et elle est entièrement en souterrain sur 4 niveaux de profondeur. Mm-hmm. Et cet agrandissement-là comprend une boutique, un vestiaire, une salle multifonctionnelle, 2 nouvelles salles de commission parlementaire et elle est reliée à l'agrandissement de la cour intérieure par un tunnel qui passe sous le Parlement. OK, c'est pas des petits travaux, là. Pour se rendre au tunnel, on emprunte une rampe qui est parfois sur sol, parfois structurale. Cette rampe est courbe et elle mène à une grande agora qui peut accueillir des événements et des conférences de presse. OK.
Finalement, le troisième volet du projet consiste en des réaménagements de certains secteurs du Parlement et à la construction de 2 nouvelles guérites de sécurité. Une des 2 guérites est reliée directement à l'édifice Pamphile-Lemay, qui se situe juste à côté de l'hôtel du Parlement. Et cette guérite-là est reliée aussi au nouveau centre d'accueil par un 2e tunnel. Est-ce que tous ces travaux-là ont été réalisés par Pomerleau? En fait, Pomerleau, on a agi à titre d'entrepreneur gérant dans ce projet. Et oui, on a participé à la réalisation de ces 3 phases, si on peut dire. Alors, l'approche de réalisation qui avait été retenue par le client, qui est l'Assemblée nationale, était une gérance de construction dont la conception du projet était basée sur une conception intégrée. Donc, les travaux ont été exécutés en plusieurs phases, ce qui permettait ainsi l'occupation continue des lieux et le maintien des opérations pendant la construction. Pomerleau a été mandaté à titre d'entrepreneur gérant, comme je le disais. Il a fourni des services d'expert conseil dès le début de la conception, assumé des responsabilités de gestion de projet, notamment en matière de budget et d'échéancier, et il participait à la coordination des appels d'offres d'entrepreneurs spécialisés ainsi qu'à toutes les étapes de réalisation des travaux jusqu'à la mise en service et à la livraison du projet. Finalement, Pomerleau agissait aussi à titre de maître d'œuvre en santé-sécurité. D'accord, donc c'était un immense mandat. On n'a pas aidé on a entendu des travaux à Ottawa, on a entendu parler des travaux à l'Hôtel de Ville de Montréal. Mais à l'Assemblée nationale, on dirait un petit peu moins. Puis peut-être parce que vous avez réalisé ça en catimini, dans le souterrain, pendant que le Parlement fonctionnait aussi. Le défi était surtout là, j'imagine, avec des gens qui travaillent en même temps que vous travaillez. Donc la présence de personnes, j'imagine, dans le bâtiment, c'est pas évident. Comment vous avez résolu cette solution-là? C'est exact. Donc quand on parle de l'Hôtel du Parlement, on fait référence à un bâtiment patrimonial qui est situé dans un milieu urbain très touristique. Et comme vous l'avez dit, durant toute la durée des travaux, les travaux parlementaires se poursuivaient. Donc, les parlementaires continuaient de siéger au Salon Rouge, au Salon Bleu. Il y avait toujours des commissions parlementaires. Donc, ça consistait à un défi parce qu'on devait respecter un horaire de travaux bruyant. Parce que comme les débats et les commissions parlementaires sont télédiffusés, il ne pouvait pas y avoir de marteau ou de dynamitage ou de travaux de démolition en simultané. C'est évident, c'est bien évident. Mais comment vous avez fait? C'est ça. Alors, l'hôtel du Parlement est situé sur le Cap Diamant. Alors, par son nom, on comprend que le sol est un roc qui est très dur. Quand on construit un bâtiment en souterrain, ça devient un défi complexe, surtout lorsqu'il faut le faire à travers un horaire précis. Alors, la méthode d'excavation qui a été retenue pour ce projet-là, c'est la méthode par dynamitage qui a été préconisée tout en respectant la distance minimale de 5 mètres avec les bâtiments existants. Donc, lorsqu'on s'approchait à moins de 5 mètres, il fallait utiliser les marteaux qui sont sur les pelles mécaniques, tout en respectant des critères de vibration vraiment très stricts. Donc, on a utilisé des sismographes ainsi que des détecteurs de carbone. Wow. Ça nous permettait de réaliser les travaux en toute sécurité. L'autre aspect qui était vraiment très important, c'est la communication avec l'équipe de l'Assemblée nationale, puisque lorsqu'on fait des travaux de dynamitage, il y a un périmètre de sécurité qui est établi. Dans ce cas-ci, le nôtre faisait un rayon de 50 mètres, ce qui veut dire que le périmètre s'étendait à l'extérieur des limites du chantier de construction. Alors, le périmètre s'étendait à l'intérieur du Parlement, mais également dans les rues avoisinantes. Alors, on a utilisé beaucoup la communication avec l'équipe de l'Assemblée nationale. Par exemple, les constables spéciales qui font partie de l'équipe de sécurité de l'Assemblée nationale participaient autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre clôturé à aviser les citoyens pendant qu'il y avait des détonations. Donc, lorsque les parlementaires siégeaient, on parlait d'environ 4 détonations par jour. Ça devait avoir lieu le matin très tôt, avant que les parlementaires entrent en chambre, et sur l'heure du dîner également. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a réalisé les travaux en toute sécurité. Parce que c'est impossible de faire les travaux uniquement de nuit. Ça, c'est pas possible. Non, c'est ça. Il y a un horaire aussi à respecter au niveau de la Ville de Québec. On peut pas déranger les citoyens pendant qu'ils dorment, bien sûr. Il y a des hôtels, et non pas seulement des hôtels du Parlement, mais il y a des hôtels aussi avec des touristes tout autour.
Donc, on parlait du bouclier canadien tout à l'heure. Ben, en fait, sur le ROC, le Cap-Diamant, l'Assemblée nationale se trouve sur ce bouclier canadien-là. Est-ce qu'on en a parlé suffisamment, l'exécution des travaux sur le bouclier canadien? J'avais peut-être un dernier petit point qui consistait à un défi vraiment important aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé de 2 agrandissements. Un agrandissement qui se situe dans la cour intérieure, un autre agrandissement qui se situe dans l'esplanade, donc à l'avant du Parlement. Et ces 2 agrandissements étaient reliés par un tunnel qui passe sous l'hôtel du Parlement, sous les fondations de pierre de l'hôtel du Parlement. Donc, il a fallu excaver du roc sous un bâtiment patrimonial des années 1880. Alors ça consistait en un défi très important. Puis bien entendu, étant donné que le dynamitage était permis seulement à l'extérieur d'une distance de 5 mètres, on s'entend que le dynamitage n'était pas permis sous le Parlement. Alors la façon dont on a procédé pour creuser ce tunnel-là, c'est qu'il devait y avoir une pelle à l'intérieur, donc dans la cour intérieure, une autre pelle du côté de l'agrandissement, donc dans l'esplanade, et ces 2 pelles-là, avec marteau, tentaient de se rejoindre en progressant chacun de leur côté sur une distance de 20 mètres pour aller rejoindre le joint de construction entre les 2 bâtiments. Wow, OK. Double défi, encore une fois, là. L'accès au chantier, ça ne devait pas être évident. Il faut avoir accès à, comme vous dites, les travaux sont majoritairement souterrains, dans des cours intérieures. Donc, comment vous vous y preniez pour avoir accès à vos chantiers en toute sécurité, évidemment? Oui, effectivement. Il y a 2 aspects aux accès. Le premier aspect consiste à maintenir les accès disponibles pour le bâtiment occupé. Donc, il y a des passerelles qui ont dû être aménagées pour permettre l'accès au bâtiment, notamment pour les touristes, pour la poursuite des travaux parlementaires. Mais si on parle plus du point de vue construction, par exemple, pour les travaux dans la cour intérieure, le seul accès qui constitue autant à l'entrée qu'à la sortie de la cour intérieure, c'est une porte cochère qui fait 3,2 mètres de largeur. Donc, si on veut essayer de se figurer qu'est-ce que ça représente, un camion 10 roues passe très, très serré et ça représente plusieurs manœuvres de recul là, pour reculer dans la cour intérieure. Ouais. Et étant donné que la limite du pavillon touche à cette porte cochère, la séquence d'exécution des travaux d'excavation devait être bien pensée pour ne pas qu'on se retrouve prisonnier dans un coin de la cour intérieure, n'ayant plus aucun accès pour la sortie des matériaux. Quand on fait des travaux dans des zones patrimoniales avec des bâtiments historiques, il y a une façon de reconstruire. On refait pas ça. Est-ce qu'on refait ça de façon originale? Ou comment vous vous y prenez pour reconstruire? Le désir de l'architecte était que le nouveau pavillon d'accueil se fonde dans le décor de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle il a été construit en souterrain, en esplanade de l'hôtel du Parlement. Et dans le fond, il se situe sous les jardins du Parlement. Et l'objectif était de reconstruire, tel qu'à l'origine, les jardins, donc l'esplanade du Parlement. Ce qu'il a fallu faire en première étape avant de commencer toute forme d'excavation, il a fallu qu'on puisse récupérer toutes les pierres, bordures, pavés, statues de bronze, afin de les numéroter, produire un inventaire, les entreposer pour une période de 2 ans, afin que lorsque la construction du pavillon serait complétée, qu'on puisse les remettre en place telles qu'à l'origine, selon la numérotation qui avait été établie lorsque chacune des pièces a été retirée. Donc ça constituait un défi en soi. Pour vous donner une idée, on parle d'environ 275 palettes de pavés et de bordures récupérées et d'environ 2200 pierres qui formaient l'escalier monumental, le mur du pêcheur, les murets et les entrées secondaires qui ont été remises en place telles qu'à l'origine. Wow! Immense travail, immense travail. En tout début de balado, je parlais que ça s'était amorcé en 2016. Ça s'est terminé en 2019. Les travaux ont duré à peu près 3 ans. Au fil de ces 3 années-là, est-ce que vous avez des anecdotes, des choses surprenantes qui se sont produites? C'était un chantier qui était quand même très attendu dans la région. Puis comme je l'ai dit, on était vraiment dans un secteur touristique de la ville de Québec.
Donc, il y avait plusieurs curieux qui regardaient les travaux. La clôture de chantier avait été faite de sorte à ce que ce soit très transparent aussi envers le public. Ouais. Les passants pouvaient observer les travaux. Et il y a plusieurs commentaires qui ont été reçus du public et aussi des parlementaires. Tout le monde se questionnait à savoir pour quelle raison une grue de 75 mètres de hauteur avait été installée en façade du Parlement alors qu'on construit un bâtiment qui est complètement souterrain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 4 niveaux de profondeur dans le roc. La raison pour laquelle on avait une grue aussi imposante, c'était principalement pour les travaux de coffrage. Le centre des visiteurs, donc le pavillon d'accueil, c'est une structure de béton. Et une grue à tour, lorsqu'elle n'est pas opérée, lorsqu'il n'y a pas d'opérateur à l'intérieur, elle doit être libre de pouvoir tourner librement sur 360 degrés sans aucune contrainte. Ce qui fait en sorte que notre grue devait être plus haute que la plus haute tour du Parlement, malgré le fait que les travaux étaient entièrement en souterrain. La plus haute tour qui a jamais existé au Québec, peut-être. Ben, pas la plus haute tour, mais la plus haute grue. Non, il y a des grues beaucoup plus hautes que ça au Québec, je pense, mais dans notre cas, ça détonnait un peu dans le paysage. Ben, j'avoue, effectivement. La fin des travaux, j'en parlais, c'est en 2019. C'est terminé, là, c'est complété. Tout a été refait, tout a été bien complété. Là. Absolument. Le pavillon d'accueil a ouvert en mai 2019. Mm-hmm. Donc, tout est complété. La cour intérieure, elle, a été livrée un petit peu plus tôt. Donc, comme c'était un projet par phase, un bâtiment occupé, les livraisons se faisaient en continu, l'occupation des lieux également. Donc, la livraison s'est terminée par le Centre des visiteurs en mai 2019. Évidemment, des travaux de cette ampleur, Marie-Julie Dumont, ça coûte cher. On entend des chiffres et des budgets circuler dans les médias. Ça a coûté combien à peu près, ça, ces travaux-là? C'était un projet d'une envergure de 60,5 millions de dollars. C'est à peu près ça que j'avais entendu parler. Puis on a rénové à Ottawa, on a rénové l'Hôtel de Ville de Montréal, qui c'est pas encore terminé. On va leur souhaiter bonne chance aussi à ces gens-là. Marie-Julie Dumont de chez Pomerleau, merci beaucoup. Merci. Ça termine cet épisode du balado Station Constructo. Merci beaucoup à Marie-Julie Dumont, gérante du projet de l'Assemblée nationale chez Pomerleau. Aussi, nous désirons remercier le groupe Loutec qui commandite cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur la reconstruction du manège militaire voltigeur de Québec et sur les défis architecturaux de ce projet. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci, à très bientôt.